c'est de comprendre finalement la transformation numérique à l'œuvre du point de vue des sciences humaines. Donc voilà, notre vision est forcément sociétale, anthropocentrée et non pas technocentrée. Alors, dans le domaine, nous avons monté énormément de projets sur les 10 dernières années. Je vais surtout vous parler des projets liés à l'éducation. Donc, vous voyez, il y a Ineduc qui est ici, mais on est en train de finir le projet ID, mais aussi des projets qui sont liés aux questions sociales, parce que les deux sont en interaction permanente. Donc, première partie, la question finalement de c'est quoi le numérique et comment on peut regarder le numérique du point de vue anthropocentré. Donc, qu'est-ce que permet finalement l'anthropologie des usages? Elle permet deux choses. Dire finalement ou décrire finalement que les questions technologiques ne sont pas des questions qui sont dans l'immédiateté, malgré tout ce que le marketing, voire le discours politique veut nous faire croire, qu'elles s'inscrivent sur le temps long et qu'elles ont des dimensions imaginaires et symboliques qui sont très très importantes. Vous verrez tout à l'heure qu'on analyse finalement la question des fractures numériques entre guillemets, du point de vue de la proximité-distance vis-à-vis des imaginaires structurant les technologies. Je réagis régulièrement, j'essaye de poser les concepts qui permettent de discuter ensuite, et je réagis très régulièrement à cette phrase que vous avez tous dû entendre: le numérique, c'est qu'un outil et tout dépend de ce qu'on va en faire. Ben, c'est peut-être pas aussi simple que ça, puisque vous êtes au courant qu'il y a un certain nombre de gens qui utilisent des algorithmes pour capter notre attention, nous faire aller dans des lieux d'achat et de vente tout à fait spécifiques. Et pour tous ceux qui ont enseigné ou qui ont fait de la médiation numérique, vous voyez bien que la notion d'outil est un petit peu limite. Et c'est pour ça que je propose cette définition en 4 pieds, en fait. Le numérique, c'est aussi une histoire de vocabulaire, et je pense qu'il faut qu'on soit assez précis là-dessus. Donc, qu'est-ce que c'est que finalement le numérique? Ben, c'est 2 pieds techno et 2 pieds anthropo. Les 2 pieds techno, c'est l'informatique, évidemment, le code, et on va dire les réseaux, donc l'Internet. Et les 2 pieds anthropo, c'est finalement la cyberculture, conçue comme ensemble de cultures au pluriel complexes, vraiment saturées d'imaginaire, et les usages comme gamme infinie de pratiques individuelles et collectives des technologies. Et c'est sur les usages que nous travaillons, de manière à y voir un petit peu plus clair et à ne pas prendre finalement ses propres imaginaires comme étant la seule et unique manière d'interpréter les usages des technologies numériques. Donc, ça nécessite un travail spécifique que de travailler sur les usages. Comment ça se passe? Finalement, les technologies, plus qu'une histoire, ont une socio-histoire. Et elles commencent toujours par nous faire rêver dans une phase qui s'appelle la phase d'innovation. Donc, pour prendre l'Internet, le web, qui est le socle de l'Internet d'aujourd'hui, c'est la phase du début des années 90, où, par exemple, on va se retrouver avec ce rapport à la Commission européenne qui s'appelle Cyberculture, qui est publié à la documentation française sous la direction de Pierre Lévy en 1996. Je vous rappelle qu'en 92, Tim Berners-Lee et son équipe de Genève libéralisent le web, c'est-à-dire offrent le web à l'humanité avec ses codes et tous ces ensembles de logiciels libres. Et immédiatement, on va dire, la machine à imaginaire va s'emballer. Et pour ne prendre que ce texte, entre autres, puisque évidemment
je pourrais aussi vous parler des publicités, je pourrais vous parler de comment on a traité ça à la radio et à la télévision. Mais pour ne prendre que le texte cyberculture, on se rend compte que la machine à imaginaire est très puissante, puisque dans cyberculture, Pierre Lévy et tous les experts convoqués à l'époque nous racontent que à l'an 2000, il n'y aurait plus de problème de démocratie parce que la cyberdémocratie aurait remplacé la vieille démocratie. Il n'y aurait plus de problème de famine parce que les biotechnologies supportées par l'Internet auraient complètement transformé l'agriculture contemporaine, et il n'y aurait plus de problème de pollution parce que nous serions tous en train de nous balader avec des patins à roulettes électriques dans les villes. Vous voyez que pour les patins à roulettes électriques dans les villes, ça a pris un tout petit peu plus de temps, mais vous voyez bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de la construction d'un rêve collectif au début de l'arrivée d'une technologie. Et il faut à la fois le reconnaître, puisque c'est un processus anthropologique classique finalement, mais en même temps s'en méfier un peu. Voilà pour la phase d'innovation. Pour la phase de massification, c'est lorsque nous commençons, après avoir rêvé, nous commençons à nous équiper et à nous connecter en masse. Donc là, on est fin des années 90 et toute la première décennie 2000, où finalement les imaginaires vont se dégonfler, puisque pour ceux qui ont vécu cette époque-là, vous allez vite vous rappeler que les ordinateurs n'étaient pas si faciles que ça à configurer, les modems n'étaient pas si stables que ça, les fournisseurs d'accès avaient bien du mal à maintenir le réseau, ce qui fait qu'en même temps qu'on va s'équiper, on va aussi dégonfler les imaginaires. Pour prendre l'Internet, donc on est sur la première décennie 2000, et on rentre ensuite dans la troisième phase, qui est la phase de banalisation, où là, on va parler de droit à l'Internet, de droit aux technologies, mais aussi de protection des données. On change de vocabulaire, et la technologie est devenue ambiante, et est devenue, comment dire, ordinaire pour nous. Donc, vous voyez que là, on est rentré sur l'Internet fixe dans la phase de banalisation totale. La phase de massification d'Internet mobile est quasiment close. Et vous voyez qu'on redémarre sur d'autres cycles. Nous n'arrêtons pas de parler de l'intelligence artificielle. Nous n'arrêtons pas de parler de la réalité 3D, etc. Les cycles s'enchaînent avec des technologies qui se superposent les unes après les autres. Ça a une conséquence importante, c'est que finalement, il faut vraiment arriver à séparer ce qui est de l'ordre des pratiques individuelles des technologies de ce qui est les usages de ces mêmes technologies. Les usages, c'est quoi? C'est des ensembles de pratiques qui se sont socialisées, qui se sont cristallisés, qui se sont composés ou recomposés autour d'un effet de normes. Donc les usages, c'est quoi? C'est des normes sociales d'usage. Contrairement à ce qu'on croyait dans les années 90, il n'y a pas d'opposition entre le virtuel et le réel. Le virtuel est arrimé au réel. Et la démonstration la plus simple que je peux vous donner, c'est ce qui concerne les réseaux sociaux et Facebook aujourd'hui. Donc, vous vous rappelez tous l'histoire. Mark Zuckerberg, il y a une dizaine d'années, a cette idée absolument lumineuse de proposer un site sur lequel il y a des photos d'étudiantes et sous lequel des étudiants peuvent noter et mettre des commentaires graveleux. On voit qu'on est loin de la période d'aujourd'hui, mais ça s'est passé comme ça. Et on nous raconte ensuite que finalement, ça va diffuser à partir d'une idée géniale à l'ensemble de la jeunesse de la planète. Alors, ce n'est pas tout à fait comme ça, et on a, les preuves pour raconter que ce n'est pas tout à fait comme ça. De l'autre côté de l'Atlantique, en Bretagne, à Lannion, à la même période, nous étions en train d'étudier les pratiques numériques des collégiens. Et qu'est-ce qu'on constatait? On constatait l'explosion des SMS, on constatait l'explosion de la messagerie instantanée sur ordinateur MSM,
On constatait l'arrivée des filles, particulièrement des collégiennes, particulièrement dans la dimension éditoriale de l'Internet autour du phénomène des blogs, de Skyblog. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 10 ans, on a parlé de la blogosphère. La radio, enfin Skyblog a été un événement marquant pour toute cette génération de collégiens, et voire de lycéens après. Et on constatait que les petits musiciens, les petits collégiens musiciens étaient en train de regarder ce que les lycéens musiciens faisaient, qui eux-mêmes regardaient ce que faisaient les jeunes musiciens, et que tout ce beau monde allait se retrouver sur MySpace, réseau social spécialisé dans la musique à l'époque, en tout cas. On va voir le même phénomène pour les images et les photos autour de Flickr. Ce que je suis en train de vous raconter, c'est que finalement, Zuckerberg a été la personne au bon moment pour proposer un environnement technologique qui correspondait à l'évolution des pratiques des adolescents du moment. Et donc, finalement, Zuckerberg a proposé une norme d'usage, à partir de sa plateforme, a proposé une norme d'usage que se sont appropriés les lycéens américains avant que une grande partie de la jeunesse mondiale s'approprie le fonctionnement de ce qui allait devenir les réseaux sociaux, mais à partir d'un réseau social. Et vous le savez probablement tous, aujourd'hui, nos collégiens et nos lycéens sont quasiment plus sur Facebook, ou du moins, sauf s'ils ont à entretenir des relations familiales ou des activités soit sportives, soit culturelles, etc. Ils sont, pour les plus jeunes, sur TikTok, et pour les plus âgés sur Instagram et Snapchat, avec un usage relativement important aussi de YouTube comme réseau social vidéo. Mais vous voyez que tout ça, en fait, se fait par rapport à la norme de Facebook. Donc, pour vraiment vous illustrer cette idée de norme sociale d'usage, c'est que finalement, Facebook étant devenu la norme sociale d'usage en 10 ans, eh bien, les adolescents qui jouent leur rôle de contester les normes, de se confronter aux normes, vont jouer leur rôle d'adolescent sur d'autres réseaux sociaux, mais ces réseaux sociaux restent en référence symbolique à Facebook et à son mode d'organisation. Donc, comment ça se passe globalement? Alors, je regarde où j'en suis, plutôt pas mal. Globalement, nous avons à disposition un certain nombre d'imaginaires, et d'imaginaires qui s'inscrivent sur le temps long. Je vous rappelle qu'il y a des êtres hybrides dans toutes les mythologies occidentales, voire dans d'autres mythologies. Que l'idée de l'intelligence artificielle et des robots est une idée qui s'installe dans un millénaire, enfin sur une distance d'un millénaire, que la création artificielle de la vie est une très très vieille question. Donc vous voyez, ces techno-imaginaires, ce n'est pas uniquement, même si c'est important, on va dire l'anticipation, la science-fiction, etc., ce sont des techno-imaginaires beaucoup plus larges. Ces techno-imaginaires se cristallisent en représentation. Alors, qu'est-ce que c'est que la représentation? C'est finalement donner un sens commun dans une culture particulière, à une période de l'histoire particulière. C'est pour ça que je dis cristalliser. Si les techno-imaginaires sont relativement... enfin, il y a une profusion de techno-imaginaires, les représentations sont beaucoup plus marquées et beaucoup plus datées. Pour vous donner un ordre d'idée, regardez les vidéos québécoises là, de mes collègues québécois qui mettent des cassettes VHS dans la main de jeunes enfants aujourd'hui, qui la retournent dans tous les sens, alors qu'ils sont entourés d'images. Ils n'ont pas la moindre idée qu'on puisse finalement inscrire des images sur une bande magnétique, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'une bande magnétique, parce qu'il n'y a plus de bande magnétique. Vous voyez que la représentation du support des images est complètement installée là dans une temporalité. Et c'est la représentation qui déclenche les pratiques. Et pour nous, il faut arriver à identifier ce que c'est qu'une souris
pour pouvoir faire une projection d'usage de cette souris. Je vous renvoie à cette scène du film Moi, Daniel Blake de Ken Loach, où effectivement, quand la dame du pôle emploi anglais lui dit mettez la souris en haut de l'écran, il prend la souris et il la met effectivement physiquement en haut de l'écran. Donc vous voyez qu'il n'y a pas que des questions finalement historiques, il y a aussi des questions culturelles, de proximité-distance vis-à-vis de ces normes d'usage qui créent des représentations aussi en proximité-distance. Les représentations donc déclenchent des pratiques qui se socialisent en usage et ces usages vont intervenir sur la forme finalement des techno-imaginaires. On ne se représentait pas tout à fait de la même manière quand je pense par exemple à Tron, le film Tron au début des années 80, on se représentait les réseaux avec l'image des jeux vidéo. Aujourd'hui, on se représente les réseaux avec l'image de l'Internet superposée aux réseaux sociaux. Donc, vous voyez qu'en fonction finalement des usages, on va avoir une transformation, un enrichissement et voilà, une transformation de la forme des techno-imaginaires sans vraiment avoir une transformation du fond. Ça, c'était les processus de construction externe des usages. Maintenant, les processus internes de construction des usages. Alors, c'est ma fameuse théorie des 3 B. Le premier, c'est le bricolage. Le bricolage, c'est l'art de faire avec ce qu'on a. La métaphore du bricoleur dans son garage, qui est tout à fait adaptée à l'activité que nous avons tous avec les environnements numériques. C'est-à-dire que globalement, plus personne n'utilise, ou assez rarement, plus personne n'utilise les modes d'emploi pour rentrer sur les ordinateurs, et nous avons une espèce de garage virtuel avec tout un tas de possibilités que nous explorons de manière tout à fait différenciée individuellement en fonction de son expérience des technologies, de ses contraintes. Là, on l'a vu avec le confinement, on est passé maître les uns et les autres dans l'art de la visioconférence, alors que c'était tout de même un petit peu plus exceptionnel avant. Ce que nous racontent Lévi-Strauss sur le bricolage est très intéressant, puisque pour Lévi-Strauss, le bricolage, c'est l'expérience qui précède la science. Et quand je dis l'expérience qui précède la science, il parle de l'expérience de nos ancêtres préhistoriques, des chasseurs-cueilleurs, qui ont eu la nature comme grand garage, et donc qui se sont construits une expérience pour éviter de se faire bouffer par les fauves, pour éviter de se faire empoisonner par les baies sauvages, ce qui petit à petit va pousser l'humanité à construire des savoirs qu'on va se transmettre, et c'est ce qui devient science. Beaucoup plus tard, ça a été repris très fort par mon collègue suisse Marc-Henri Soulet sur les questions d'éducation populaire et de travail social. La transformation des publics de ces 30 dernières années pousse en permanence les secteurs de l'éducation et du social à adapter finalement ces pratiques aux sollicitations des publics. Et pour nous, c'est une vraie question de bricolage, mais qui entre en contrainte avec sur une ligne où la pratique peut rencontrer les injonctions, ce que j'appelle techno-administratives, les injonctions administratives, et on reviendra dessus dans la deuxième partie. Le deuxième B, c'est le butinage, c'est finalement la question de la création, de l'émotion dans les pratiques numériques. Il est clair qu'il y a une dimension projective. On va appeler ça la poièse, la manière finalement de s'approprier les environnements et les imaginaires numériques. Et il y a aussi une dimension expérientielle. C'est ce que je renvoie sur la sérendipité. Vous savez, la sérendipité, c'est trouver des choses qu'on n'a pas cherchées. Eh bien, les environnements numériques
à cause de l'ancrage avec les techno-imaginaires, nous permet ces espèces d'espaces comme ça où on peut tenter tout un tas d'expériences. Et c'est pour ça que je pense que pour l'éducation populaire numérique, il y a quelque chose à tenter du côté de la médiation transitionnelle. Même chose, je serai un peu plus précis tout à l'heure en prenant des exemples de travaux de terrain sur cette question-là. Et enfin, avant qu'on passe un temps de questions, le concept peut-être le plus important de ce que je viens de vous raconter, c'est en gros comment se construisent les normes sociales d'usage dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est la question du braconnage. Question du braconnage que je tire et que nous tirons, puisque, on va dire, l'école francophone de travail sur les usages doit beaucoup à Michel de Certeau. Michel de Certeau qui, dans les années 80, va étudier ce qu'on appelait la consommation de la lecture. On parlait de société de la consommation, et il va faire une grande recherche à la fin des années 70 sur comment finalement la lecture se transformait. Et il va se rendre compte que d'abord la lecture est un acte finalement est un acte très engagé, est un acte de transformation sociale très très important, et qu'il n'y a pas une lecture possible, mais tout un tas de lectures qui vont être déterminées par son histoire, ses appartenances sociales. Et comme c'était une période où on travaillait beaucoup sur le positionnement en classe sociale, il va finir par décrire ce processus comment dire, de détournement, voilà, cherchez le mot, de détournement des normes culturelles de la lecture par les classes populaires vis-à-vis de modèles venant des classes plus aisées. Alors pour être clair, je pense que ça va vous parler, et puis vous devez voir ma bibliothèque derrière. Ça donne quoi? Ça donne Françoisir, ça donne la sélection du Reader Digest, et encore plus que ça, les collections reliées cuir des grands auteurs classiques de type Flaubert, Zola, etc., qu'on va vendre dans les années 60 dans les bars HLM, dans les quartiers ouvriers, etc., que les parents vont acheter. Non pas pour les lire, mais parce que, on va dire, l'utopie structurante de l'école, de l'ascenseur social, de la réussite par le savoir, etc., les parents vont l'acheter avec des fondements éducatifs, en fait. Et eux ne vont pas lire, mais vont laisser ces bibliothèques à disposition. Eh bien, c'est exactement ce qui nous arrive aujourd'hui avec les technologies. On a une offre culturelle massivement nord-américaine, avec avec une influence asiatique, particulièrement japonaise et coréenne sur le côté des jeux vidéo, mais que nous allons finalement détourner, comme les collégiens et les lycéens ont pu le faire avec Facebook, dont je vous ai parlé précédemment, pour créer des normes sociales d'usage qui ne sont pas tout à fait la diffusion. C'est pour ça qu'on ne parle plus de théorie de la diffusion, mais de théorie de l'appropriation, qu'on va modifier, qu'on va accepter, s'approprier avec un petit pas de côté. Et c'est ce petit pas de côté qui est probablement le petit pas de côté le plus intéressant lorsque on réfléchit au monde numérique d'aujourd'hui. Ça veut dire que globalement, il y a probablement tout un tas de leviers pour aller plus vers un numérique choisi et éviter qu'on nous les impose, même si la puissance des GAFA en particulier est vraiment importante. Hop. Donc ça, c'était la petite partie théorique. Je vais peut-être arrêter de partager l'écran. Et bon, j'ai fait un déroulé, mais bon, je le voulais un petit peu court au début pour laisser un petit temps de questions. La deuxième partie sera, on va dire, vraiment issue des travaux de terrain. Je vous raconterai tout un tas d'histoires avec les anthropologues
raconte le fond de notre boulot, c'est finalement d'objectiver les pratiques des usagers. Donc, je raconterai tout un tas d'histoires, mais sur cette partie-là, c'est important quand même de diffuser quelques repères conceptuels pour qu'on sache de quoi on parle et qu'on ait ensuite les outils pour débattre. Voilà. Alors, je vois qu'il y a des questions. Est-ce que je les reprends ou est-ce que je prends des questions orales? Alors, moi, je n'ai pas de questions de mon côté. Si vous en avez reçu directement, n'hésitez pas. Sinon, je pense qu'on peut passer à la suite. Voilà, il n'y en a pas non plus de mon côté. Et ce qui est actuellement sur le chat, c'est plutôt des remarques plus que des questions. Donc, Oui, tout à fait. Donc, c'était à peu près clair pour tout le monde. Ben, dans ces cas-là, je suis très content. Alors, il y en a juste une qui vient d'apparaître dans le chat. Est-ce qu'il y a des références plus complètes sur les 3B? Alors oui, il y a, ben, je vous laisserai de toute façon le PowerPoint. J'ai écrit évidemment pas mal d'articles et pas mal ouvrages ou chapitres d'ouvrages là-dessus. Le dernier article qui fait le point là-dessus, il est publié il y a quelques mois dans la revue Éducation permanente, qui m'avait demandé de faire un point finalement sur, ça s'appelle Mythes, rites et tribus du numérique, donc un point sur l'approche anthropologique. Donc c'est un article court, mais on va dire relativement simplifié. Et ceux qui s'intéressent vraiment de manière très approfondie à la question des 3B et comment finalement ces 3B interviennent sur la manière dont on conçoit à la fois notre action, et là c'est dans le monde scolaire, c'est autour de la question de l'école, comment on conçoit notre action, mais comment ça influence aussi les politiques publiques. J'ai un petit bouquin chez Manusius qui s'appelle Les imaginaires numériques dans l'éducation. C'est un tout petit bouquin, pas cher du tout, où je reprends effectivement à la fois les 3B, mais tout le travail de cette construction d'usage que je vous ai développé. Et pour ceux qui s'intéressent vraiment beaucoup à ça, j'ai soutenu, vous savez que les profs d'université doivent soutenir une deuxième thèse qui s'appelle une habilitation à diriger les recherches. Et la mienne s'appelle Anthropologie des usages, et vous la trouvez en ligne. Voilà, et là, pour ne rien vous cacher, avec le confinement, globalement, ça fait très longtemps que je travaille sur ces questions-là, et avec les Marsouins, on existe depuis 2002, on va dire ça fait 15 ans qu'on raconte les signaux faibles. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais on est en train de raconter ce que personne ne racontait préalablement, c'est-à-dire tout ce qu'on a pu observer en recherche au plus près des personnes. Et le confinement a fait que les signaux faibles ne sont plus devenus faibles du tout. Et donc là, on a une actualité éditoriale vraiment importante. Donc il y a ces références-là, et puis j'ai d'autres vidéos de conférences, mais qui sont vraiment presque uniquement scientifiques et pas juste l'introduction. Je vois aussi que Cécile Lemasson me dit ce que je dis est une validation de l'approche pédagogique des petits débrouillards. Je vais aller plus loin que ça. On en parlera tout à l'heure, mais j'appelle à ce que la médiation numérique soit arrimée, mais clairement, c'est-à-dire vraiment articulée au courant de l'éducation populaire. Et il est absolument clair qu'il y a plusieurs manières de voir l'éducation au numérique, mais que la place de l'éducation populaire est probablement tellement importante, les petits débrouillards entre autres, hein, évidemment, là je ne fais pas du tout d'exclusive,
mais elle est très, très importante pour lutter contre la tendance naturelle, la tendance économique, elle n'est pas du tout naturelle, la tendance économique du numérique contemporain, qui est finalement la monétisation, la marchandisation de tous les secteurs professionnels, y compris la culture, et que pour résister à ça, bah, il faut prendre en compte les dynamiques des usagers, les dynamiques d'appropriation des usagers, mes 3B, les représentations, les normes sociales d'usage. Et il me semble que l'éducation populaire est le pivot de ça, est capable de, comme elle l'a fait pour la culture dans son rôle dans l'installation des maisons des jeunes et de la culture dans les années 60, vis-à-vis du numérique, il y a vraiment quelque chose de très important à promouvoir en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Sinon, je vais passer à la deuxième partie, on pourra débattre peut-être plus... Bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est de passer donc à la deuxième partie. Je vais repartager mon écran. Alors, donc, on va dire la deuxième partie est un peu applicative. Alors, la première, le premier champ que je voulais aborder, parce qu'il est très important, c'est la question de la fracture numérique. Alors, il y a eu une question de référence, donc je vous rappelle que j'ai publié il y a presque 10 ans maintenant un bouquin qui s'appelle « Pour en finir avec la fracture numérique », qui vient d'être réédité, et nous préparons une troisième réédition avec une préface actualisée, qui n'était pas, évidemment, je n'ai pas la prétention d'écraser toutes les inégalités numériques, bien évidemment, mais c'était pour en finir avec la notion de fracture numérique qui n'est pas opératoire si on veut vraiment comprendre les choses. Et pourquoi elle n'est pas opératoire? Parce que c'est une terminologie qui a été essentialisée. Qu'est-ce que ça veut dire essentialiser? Ça veut dire qu'on l'utilise à une telle échelle de généralisation que ça ne permet pas d'aborder sérieusement le sujet. Alors, je vais vous donner une illustration. C'est un concept qui est très utilisé par mon collègue Serge Ebersold du CNAM qui travaille sur l'acceptabilité. J'étais le scientifique d'une des émissions, le Téléphone sonne, consacrée à la fracture numérique. Je crois que c'était pas l'été dernier, mais l'été précédent. Et la dernière question, c'était le représentant de l'association des aveugles et non-voyants d'Île-de-France qui s'adresse à la collègue de Pôle emploi pour lui dire que le site de Pôle emploi était absolument inaccessible à tous ses adhérents. Et la collègue de Pôle emploi lui a répondu ben oui, mais notre site a toutes les normes européennes. C'est ça l'essentialisation. Ça veut dire qu'on va construire des dispositifs artificiels de validation de normes qui n'ont rien à voir avec la réalité vécue des publics. Et si on ne sait pas que les normes sont produites à l'Europe suite à la pression de tout un tas de lobbies, la plupart du temps industriels, on ne comprend pas cette réalité-là. Ben, pour la fracture numérique, c'est la même chose. Et ça vient de la bascule qui va s'opérer dans les années 90. Je vous rappelle que l'Internet est européen, a été créé par un grand service, par un grand service public qui est le CERN, l'équipe qui travaillait sur la note particule de Genève. Et dès 1996, on voit que le président des États-Unis de l'époque, Bill Clinton, nous dit qu'il faut absolument prendre en compte et faire attention à la fracture numérique. Alors, quand on voit ça sans perspective historique, on se dit, tiens, c'est quand même vraiment visionnaire, vraiment intéressant.
je crains que ce type de discours nous mène au GAFA aujourd'hui, c'est-à-dire nous mène à la situation quasi monopolistique des Américains sur le web. Pourquoi? Tout simplement parce que je rate un peu mes effets en ne passant pas. C'est quand même bizarre cette histoire. Voilà. Pourquoi? Eh bien parce qu'en 1996, il n'y avait que 2%, un peu plus de 2% des Américains qui étaient équipés connectés. Ce qui veut dire que Bill Clinton nous raconte un truc qui concerne quasiment 98% de la population. Là, c'est la courbe de 2019, les courbes de 2019 du baromètre numérique. Ce que vous voyez, la courbe bleue, c'est l'accès à Internet à domicile. Vous voyez qu'au début du travail des collègues du CREDOC sur ça, c'est-à-dire en 1998, les Français n'étaient qu'à 4% à avoir un accès à Internet. Donc, on doit vraiment se questionner sur comment se fait-il qu'on évoque déjà, dès le démarrage, cette question de fracture numérique. Peut-être que parce que la société numérique de l'époque, je vous renvoie aux imaginaires et au texte de Pierre Lévy à la Commission européenne, à l'arrivée de l'économie de la connaissance, etc. Peut-être qu'à cette époque, finalement, on projetait déjà une forme de marchandisation mondialisée des technologies numériques. Je ne reviendrai pas sur cette courbe, ça c'était juste pour vous montrer la fameuse phase de massification. Vous voyez des courbes d'équipement qui grimpent tout seul. On reviendra à la fin sur le confinement, mais retenez ça. Nous savions, puisque c'est le baromètre numérique de décembre 2019, on va avoir celui de 2020 là, dans quelques jours quasiment, puisqu'il est en général livré mi-décembre. Vous voyez quand même que 77% des familles sont équipées d'un ordinateur, ce qui fait quand même que 23 n'en ont pas. Vous voyez que la courbe des smartphones continue à être relativement droite, même s'il y a un petit tassement, ce qui veut dire que la consultation sur Internet sur smartphone est passée devant la consultation sur Internet sur un ordinateur, ce qui n'est absolument pas neutre. Si on rajoute que, vous voyez que l'équipement en plusieurs ordinateurs dans les familles est à 25%, ce qui veut dire que 75% des familles n'avaient pas plusieurs ordinateurs à disposition au printemps dernier, ce qui, bien évidemment, a des conséquences très importantes, tant sur le télétravail que sur l'accès aux droits, que sur l'école à la maison. Je reviendrai dessus. Alors, deuxième élément qui plaide pour l'essentialisation de cette notion de fracture numérique, la grande difficulté à la mesurer. Est internaute, dans les définitions internationales, quelqu'un qui s'est connecté dans les 15 derniers jours. Ça veut dire que le cadre supérieur parisien hyper connecté 24 heures sur 24 est rangé dans la même catégorie que le jeune demandeur d'emploi de Pithiviers qui a réactualisé son compte Pôle emploi dans les 15 derniers jours. Donc vous voyez qu'évidemment qu'avec ça, on n'y voit pas grand-chose et que cette définition-là plaide pour une minimisation finalement des problématiques autour de l'accès et de l'usage des technologies numériques. Pour autant, là on est sur les 18 millions, lorsqu'on prend une définition très 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 large, on finit par se retrouver avec une population concernée qui est vraiment, vraiment importante. En fait, le chiffre de 13 millions a fait à peu près consensus sur les dernières années. Il est issu du travail de recherche qu'on avait mené avec la FIM qui s'appelle Capacity. Et on pense que c'est à peu près la cote. Je reviendrai dessus tout à l'heure en pourcentage, mais que pour autant, ça ne nous décrit pas finalement suffisamment précisément les problématiques que vont rencontrer les personnes vis-à-vis des technologies numériques. En gros, la notion de fracture numérique nous pousse
à ce que moi j'appelle le pouvoir de renforcement des technologies numériques. C'est quoi le pouvoir de renforcement? C'est le pouvoir de renforcement des représentations. Les cultures numériques sont des cultures binaires, presque au sens du code, c'est-à-dire qu'elles nous poussent très souvent à être pour ou contre, à ne pas rentrer dans les zones grises du débat, mais à être pour ou contre. Rappelez-vous, pour les plus anciens, les débats Mac-PC, puis pour les un petit peu moins anciens, les débats logiciel libre, logiciel propriétaire. Regardez les titres des journaux sur les jeux vidéo rendent-ils violents, l'addiction aux réseaux sociaux, etc., etc. On voit bien que les zones de débat sont des zones qui sont compliquées à installer. Et pour la fracture numérique, on a aussi tendance à considérer que les gens sont in ou out, ce qui est faux, puisqu'il y a au moins 3 grandes catégories qui génèrent des facteurs d'inégalité. La première catégorie, c'est évidemment pauvreté, précarité, on va dire, c'est presque la catégorie la plus visible médiatiquement, où on dit exclusion numérique égale exclusion sociale. Alors pour certains c'est vrai, pour d'autres c'est un petit peu moins vrai, puisque la deuxième catégorie vient pondérer cela. Il reste encore dans notre territoire tout un tas de zones blanches, de zones grises, de zones plus ou moins desservies. Lorsqu'on annonce le déploiement de la 5G, on a oublié qu'il fallait peut-être essayer de déployer la 4G, la fibre ou un accès à Internet à peu près correct dans l'ensemble du territoire, ce que un grand nombre d'associations rurales en tout cas demandent et ce qui pose énormément de questions aux collectivités territoriales et aux élus locaux. Et enfin, une troisième catégorie qui est très contemporaine, qui est relativement nouvelle, même si elle existait avant, elle était difficile à saisir, c'est la question des déconnexions. Donc on voit bien qu'avec l'injonction à la dématérialisation administrative, il y a tout un tas de déconnexions qui vont être des déconnexions involontaires. Je parle des personnes du 4e âge en EHPAD, je parle des jeunes en difficulté de lecture ou d'écriture qui vont se retrouver devant des sites totalement incompréhensibles pour eux, même si par ailleurs ils sont à longueur de temps sur les réseaux sociaux. Ils ont bien du mal à actualiser une fiche Pôle emploi ou aller postuler à un poste en ligne. Donc on a une forme d'injonction au numérique qui crée évidemment une forme de déconnexion involontaire, mais nous avons aussi les déconnexions volontaires. Ça avait été identifié par mon collègue de l'Université de Pau, Francis Jory-Guibéry, il y a plusieurs années déjà, on va dire dans les communautés de zadistes, dans les Pyrénées, dans le Larzac, etc. Il y a un fort courant qu'on a vu dans les Gilets jaunes, qui demandait le droit à la déconnexion, porté par un certain nombre de syndicats aussi, qui demandent aussi le droit à la déconnexion. Il y a des mouvements néoludites. Alors, les mouvements ludites, c'est les mouvements les mouvements syndicaux un peu violents qui détruisaient les machines en Angleterre, hein, du nom d'un leader syndical anglais pendant la révolution industrielle. Et là, on voit apparaître des gens qui contestent le bien fondé de la technologie et l'hégémonie de la technologie. Donc, vous voyez que dans cette sphère-là, il y a une sphère contemporaine qui est probablement plus difficile à saisir et qui nous concerne du côté de l'éducation populaire numérique et de la médiation numérique. Cette sphère-là nous concerne et on a besoin d'avancer dessus et d'essayer de l'éclairer un petit peu plus. Enquête suivante, l'enquête Capuni de 2019. Je vous passe ces détails, mais vous allez les retrouver. Nous avons eu une démonstration de cette question de la déconnexion volontaire avec
un indicateur que 14% en fait, de la population sondée, qui était une population représentative de la population française, était prête à abandonner le smartphone, que ça atteignait 43% chez les plus de 75 ans, et que, au-delà des raisons habituelles, cette question de la limitation des consommations, de la limitation de la consommation de services technologiques commençait à arriver. Donc, effectivement, cette question de la déconnexion volontaire, on a besoin de la mettre dans notre scope aujourd'hui. Voilà où on en est vis-à-vis des données de la dernière enquête. Je vous dis, sous réserve d'arrivée du baromètre numérique du CREDOC 2020, nous, on a, avec l'enquête Capuni fait par Marsoin, on se retrouve en fait avec une deuxième typologie où la frontière entre non-internautes et internautes n'est plus jugée pertinente, mais plutôt essayer de travailler sur une question d'éloignement du numérique, éloignement dans toutes les dimensions du terme, que ce soit éloignement géographique pour la question des zones rurales isolées, que ce soit la question d'éloignement culturel. Là, on pense aux questions de migration, on pense aux questions au quartier politique de la ville. Et on peut aussi penser à l'âge, enfin, en particulier avec la frontière du 4e âge. Hein, le 3e, ça fait bien longtemps maintenant qu'il est équipé. Ce qui donnerait en gros, vis-à-vis de la population française, cette typologie où on aurait quasiment 82% de la population connectée, une dizaine de pourcents de la population qui est éloignée, 10,6%, et on aurait quand même un reliquat de déconnectés de 7,5%. Comme nous travaillons en réseau avec le World Internet Project, qui est le réseau des observatoires d'usage des universités internationales, on sait que dans les pays asiatiques, ce palier a été atteint il y a 4 ou 5 ans, par exemple par la Corée du Sud ou par Singapour, où il reste effectivement un socle de déconnectés du numérique qui ne bouge plus. C'est-à-dire qu'il y a une forme de déconnexion qui arrive pour un certain nombre de raisons et que ce socle se situerait effectivement autour des 10%, ce qui doit nous interroger. Là, j'étais sur les dimensions quantitatives. Je voudrais citer le travail de Dominique Pasquier, paru il y a 2 ans maintenant, en décembre 2018, sur les familles modestes, sur les pratiques numériques des familles modestes. En gros, elle a travaillé sur les employés de type assistante maternelle, personnel communal, etc. On va dire les petits salaires en zone rurale en Basse-Normandie. Et voilà ce qu'elle a constaté, des choses qui sont très intéressantes et qui peuvent vraiment nous servir. Internet comme seconde école, considéré comme seconde école, ça peut interroger, mais vous allez voir que tout à l'heure, ça nous permettra de faire le lien aussi sur les questions vraiment scolaires. En fait, ce n'est pas du tout, on va dire, l'Internet proposé par l'Éducation nationale, c'est YouTube, en fait. Et c'est les échanges de savoir sur YouTube, c'est-à-dire tous les tutoriels de type comment réparer le moteur de la R12, comment replanter les poireaux, comment faire telle ou telle recette. Et cette profusion-là, c'est un vrai braconnage de YouTube, hein, c'est quelque chose qui peut être très, très intéressant. Au contraire, les questions internationales ne préoccupent absolument pas ces familles modestes. Elles sont directement impactées par la dématérialisation. Alors, je ne vous ai pas montré un autre schéma, mais un autre graphique, mais je pourrais vous le montrer. Dans l'enquête Capuni, on a démontré que seulement 20% de la population trouvait que la dématérialisation avait amélioré son rapport à l'administration.
dans ces 20%, on a une surreprésentation de Paris et de la région parisienne et des très grandes métropoles, et une surreprésentation des CSP++, c'est-à-dire des cadres supérieurs. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement ils sont plus à l'aise avec le numérique, mais ce que tout le monde oublie, c'est qu'ils sont beaucoup moins exposés à l'injonction administrative, parce qu'en gros, ils déclarent leurs impôts, peut-être un petit peu d'allocation familiale, mais ça ne va pas plus. Alors que pour une personne en situation de handicap, eh bien, tous les dossiers à faire à longueur de temps sont très, très importants. Donc, il y a ce jeu-là qui fait que finalement, pour une grande partie de la population française, particulièrement les plus modestes, la dématérialisation s'est vécue de manière inhumaine et brutale, comme l'écrit Dominique Pasquier, et que le mail est un instrument de torture. Alors, je m'arrête 30 secondes sur le mail pour mettre en perspective ce que je vous ai dit en première partie. Le mail a été inventé par Ray Tomlinson en 1971. Donc, vous voyez que c'est une technologie qui a quand même un petit peu d'années. J'ai eu une adresse électronique en 93. Ça veut dire que ça va faire quasiment 30 ans que je me coltine, on va dire, cette technologie avec des sentiments plus ou moins élevés, mais enfin bon, c'est rentré dans mon environnement, et même si je trouve que j'en reçois trop, j'ai eu 30 ans pour m'habituer à ça. Imaginez que cette technologie qui a, comment dire, une histoire relativement longue, elle rentre dans les mains d'une partie des familles modestes strictement et uniquement avec la dématérialisation administrative. C'est-à-dire que finalement, la représentation de chacun va dépendre énormément de l'expérience de chacun et de la manière dont cette expérience va être présentée, voilà. Et ça donne quelque chose de très compliqué, par exemple, le fait qu'effectivement, tout un tas de personnes ne sont plus en situation de pouvoir accéder à leurs droits, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas utiliser le mail, pas uniquement pour des questions instrumentales, mais aussi pour des questions de distance culturelle. Quand ils vont monter un mail, ils vont perdre les codes. Les aidants n'arrêtent pas d'en parler de cette question-là. Donc, vous voyez que le mail vécu comme instrument de torture et de contrôle social, c'est pas une petite... c'est un élément important. Et enfin, une surprise vraiment intéressante. Il s'agit, dans ces familles modestes, on n'utilise pas Amazon. Vous voyez à quel débat ça renvoie de manière contemporaine. Ce travail a été mené 5 années avant 2018. Donc, vous voyez qu'on a quand même un petit peu de recul là-dessus. La nouvelle, c'était Le Bon Coin, où elle a rencontré des personnes âgées qui mettaient plein de choses sur Le Bon Coin, non pas pour les vendre, mais pour communiquer avec d'autres. Le Bon Coin comme réseau social, Le Bon Coin comme mise en ligne finalement du vide-grenier, voilà, installé culturellement dans ce type de territoire. Et donc ça aussi, ça doit nous faire réfléchir. Il existe des alternatives aux grandes plateformes, et c'est probablement dans ce que nous, on appelle les signaux faibles qu'il faut aller les chercher. Alors, première partie, c'était sur la fracture numérique. Deuxième partie sur les digital natives. Donc, c'est exactement le même processus d'essentialisation. L'idée des natifs du numérique, de la génération Y, est une idée journalistique portée par quelqu'un qui a fait carrière dessus, qui s'appelle Mark Prensky, qui décrivait que les millénials, ceux qui sont nés dans l'an 2000, seraient naturellement, comment dire, à l'aise avec les technologies, en gommant donc toutes les spécificités que les uns et les autres vont avoir, toutes les expériences que les uns et les autres vont avoir avec les technologies. Moi, j'appelle ça le complexe d'Obélix. C'est sous prétexte qu'ils seraient tombés dedans quand ils étaient petits. Ils n'auraient pas besoin d'éducation pour s'en sortir, ce qui est complètement faux, puisqu'il y a autant de différences d'usage au sein d'une même classe d'âge qu'il y a
de différence d'usage au sein, enfin, entre les classes d'âge. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est vraiment une construction idéologique contre laquelle il faut lutter parce que, vous le verrez en conclusion, ça crée une forme de dessaisissement. J'aime pas le terme de démission, mais c'est un peu le même processus. Ça fait que les parents et la communauté éducative va assez souvent considérer que finalement, ils n'ont pas besoin d'éducation là-dessus, qu'ils apprennent plus vite, qu'ils apprennent mieux, etc. etc. Et ben, c'est vrai pour certains, mais ce n'est pas vrai pour tous. Et ça nous met vraiment dans une difficulté. Donc, je vous incite vraiment à contester cette notion, cet imaginaire-là qui est vraiment nocif pour les plus vulnérables, bien évidemment. Alors, quelques retours recherche là-dedans. En gros, les familles populaires sont aussi équipées que les familles plus aisées. Par contre, ça vient de la grosse recherche Inéduc, 3 académies, de grosses enquêtes, 9 collèges investis de manière qualitative en Basse-Normandie, en Bretagne et en Aquitaine. Ce qu'on a pu constater avec ça, c'est que finalement, la différence ne se faisait pas au taux d'équipement, mais elle se faisait au positionnement de l'équipement. Et effectivement, dans leur chambre, les gamins des classes populaires sont plus équipés que les gamins des classes plus aisées, de télévision, de consoles de jeux, etc. Et clairement, ce type d'isolement favorise finalement une indépendance totale, ce que j'appelle un dessaisissement, une indépendance totale vis-à-vis des technologies numériques, et ce n'est pas sans poser problème. Deuxième élément vraiment important, le numérique a tout envahi, ce qui fait que c'est l'activité la plus importante au sein des familles. Les données Inéduc, c'était 83%, largement devant les pratiques sportives à 60% et le bricolage à 55%. Mais c'est une activité spécifique. Les pratiques sportives sont accompagnées par les parents. Le bricolage, ça se fait en famille, on va dire. On se transmet des choses à l'intérieur de la famille autour du sport, de la culture, des arts et du bricolage. Ce qui n'est absolument pas le cas avec les pratiques numériques, ou très peu le cas avec les pratiques numériques. Et là, on a un gros challenge. C'est que finalement, dans les familles, les pratiques numériques sont des pratiques d'isolement. C'est-à-dire que c'est la plus répandue, mais chacun fait son numérique de son côté. Voilà. Alors, là, il me refait. On a du mal à identifier les bénéfices finalement des technologies numériques par rapport à l'apprentissage scolaire. Donc, on a pris le taureau par les cornes et on a essayé d'objectiver au maximum en allant chercher ce qui est, comment dire, le plus radical à trouver, c'est-à-dire carrément les résultats scolaires. On s'est rendu compte que finalement, le faible équipement, enfin en gros, moins les enfants sont exposés aux écrans, meilleurs, enfin, ils ont des résultats meilleurs. Plus ils sont équipés dans la chambre, plus ils sont exposés aux écrans, moins ils ont de bons résultats. Mais par contre, il y a une limite à ça, c'est que si s'ils n'ont pas du tout de temps quotidien sur Internet, si on les prive de l'Internet, que ce soit de manière volontaire, avec une action éducative musclés, on va dire, ou que ce soit parce qu'ils sont en zone rurale isolée, c'est aussi corrélé à des résultats scolaires plus faibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme la télévision dans les années précédentes, tout est question de mesure et que la dimension de socialisation des enfants et des adolescents à travers leurs pratiques numériques, à travers les contenus qu'ils échangent entre eux sur les pratiques numériques est importante. Donc, il faut lutter contre la surexposition, mais les priver et ne travailler que sur le temps d'exposition, c'est probablement pas une bonne idée. Et l'autre constat, c'est les jeux en réseau, c'est-à-dire que clairement, la pratique des jeux en réseau est corrélée à des performances scolaires élevées. Et ça, c'est vraiment intéressant puisqu'on a
une nouvelle figure d'élève qui est à la fois scolaire et ludique. Et ça, bon, dans le confinement, vous allez voir que ça s'est développé. Alors, ce tableau-là, je vous le donne, on va dire, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire que ne rentrent pas en compte, évidemment, les lieux de résidence, les CSP, etc., puisque on sait que derrière la performance scolaire, il y a aussi le rapport à l'école. Et donc, ça permet de poser le fait qu'il faut vraiment rentrer dans le gris, essayer de comprendre de manière plus fine et arrêter de débattre juste sur les écrans. Hein, on est probablement sur des problématiques un peu plus complexes. Je voulais, dans le même registre, vous parler de la thèse de Yann Guéguin, qui est un de mes doctorants qui vient de soutenir sa thèse en fin d'année dernière. Il a travaillé avec l'ensemble des élèves de SECPA de la ville de Brest. Il a constaté ce qu'on avait constaté antérieurement, c'est-à-dire le suréquipement numérique des familles populaires, le dessaisissement parental dont je viens vous parler, mais ce qu'il a constaté et qui est quand même là nettement plus alarmant, c'est des usages dissimulés et des chantages affectifs ou des dévoilements en ligne de secrets familiaux. Et je vous parlerai de comment moi j'ai réagi au drame autour de Samuel Paty. Qu'est-ce que c'est que les usages dissimulés? C'est pornographie, violence. Et là encore, on a une zone qui tire vers le noir, hein, qui est gris sombre, sur lequel on n'a pas assez de travaux, mais assez clairement, on commence à avoir une prise de conscience des psys vis-à-vis de ça, puisque ça commence à envahir les cabinets de psy. Donc, il y a quand même un sujet important du côté de l'exposition, non pas aux écrans, mais au contenu pornographique et violent, et surtout à leur accès, finalement, qui est très, très simple. Et puis, au-delà de ça, il y a les comportements qui sont induits par les GAFA, les plateformes, c'est-à-dire que finalement, tout est monétisable. Et donc, c'est un travail d'ethnographie, ça veut dire que les gens ont pris du temps à se dévoiler, mais une fois qu'ils se sont dévoilés, ils ont raconté des histoires qui étaient des histoires vraiment importantes. Et Yann a entendu plusieurs fois ces histoires de chantage affectif ou de menaces de dévoilement de secrets familiaux. Pour faire très simple, c'est des adolescents qui disent à leurs parents tu me payes la PS5 à Noël, la dernière console de jeu à Noël, sinon je dis que tonton couche avec la voisine, que voilà, etc. etc. C'est pas une petite affaire, parce que quand on réfléchit à ce qui s'est passé autour de Samuel Paty, on se rend quand même compte que des gamins sont capables de dénoncer un enseignant, au-delà de ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, mais de dénoncer un enseignant contre une somme d'argent. Il faut qu'on réfléchisse à ça quand même. Hein. C'est pas, voilà. Donc, ces histoires-là de digital native et de petites poussettes, hein, autant j'ai apprécié Michel Serres dans les années 90, autant je rappelle que La Petite Poussette a été écrit en regardant sa petite fille CSP++ dans le 5e arrondissement de Paris. La généralisation de cette histoire de génération Y est vraiment quelque chose qui conduit à une disqualification éducative des parents. Et je suis de plus en plus persuadé que ça va au-delà des parents, parce que dans nos enquêtes sur les enseignants, dans nos enquêtes sur les travailleurs sociaux et dans certains retours qu'on a des médiateurs numériques, il y en a encore plein qui s'accrochent finalement à cette question de génération Y et qui considèrent que finalement, l'autonomie des enfants peut être poussée très très loin. Ce sur quoi je suis inquiet, parce qu'il faut prendre ça en compte. En gros, il faut qu'on se remobilise, non pas dans une position de disqualification des compétences des jeunes, ce n'est pas ça le problème, mais d'accompagnement, et cet accompagnement-là, il a besoin d'être objectivé. Dernière enquête, Cap-Unicrise, j'ai remobilisé mes équipes pendant le printemps pour faire une passation téléphonique, parce que évidemment, quand on fait des enquêtes
en ligne, eh ben, on ne touche pas les non-internautes. Donc, nous, on voulait aller chercher les non-internautes pour savoir comment ça se passait pour eux. Et donc, on s'est retrouvé à passer cette enquête auprès de 3500 personnes représentatives de la France et de la Bretagne. Et voilà ce que ça donne. Alors, du côté des familles, on assiste à un doublement, hein, ça ne va étonner personne, à un doublement du suivi scolaire vis-à-vis du numérique. Mais vous voyez que c'est cohérent avec nos chiffres sur les non-internautes. Il y a quand même 9% des parents qui ont tenté de suivre la scolarité sans le numérique, ce qui n'est pas une mince affaire. Vous voyez que 17% des parents, ce qui fait un nombre quand même relativement élevé, ont eu des difficultés, 9% vis-à-vis de la technologie, mais 11% vis-à-vis du suivi scolaire lui-même. Donc, je pense que de ce côté-là, on a un vrai indicateur sur le fait que la technologie n'est pas la seule difficulté, hein. Il y a le rapport à l'école qui se joue, en particulier parce que pendant le confinement, il y a eu aussi des problèmes de présence et d'absence, enfin, d'engagement ou de désengagement d'un certain nombre d'enseignants. Ce qui est très rassurant, c'est que 40% des parents annoncent qu'à travers cette expérience-là, ils savent faire beaucoup plus de choses avec le numérique. Je pense que, par exemple, le transfert des formats de fichiers a été vraiment plébiscité, et la visio aussi. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que globalement, on se retrouve avec une massification des inégalités, à la fois vis-à-vis du numérique, la cohérence avec notre typologie que je vous ai présentée, la typologie que je vous ai présentée tout à l'heure, mais aussi vis-à-vis de la forme scolaire classique. Et là, il y a un vrai travail à faire, et que ces inégalités dépassent les indicateurs habituels pour mettre à jour l'organisation dans la famille, télétravail ou non, personnel soignant ou non, nombre d'enfants à suivre à l'école, les conditions de vie, évidemment, ce n'est pas la même chose à 10 dans un petit appartement qu'à 4 dans une grande maison, et cette question du capital culturel numérique, c'est-à-dire la capacité de passer d'un environnement à un autre, d'une expérience à un autre, et de pouvoir, qui plus est, transmettre ça à ses enfants en cas d'école à la maison. Donc, juste pour vous voyez que c'est des choses qu'on avait identifiées et qui sont vraiment devenues massives et visibles pendant le confinement, et qui ont continué avec le deuxième confinement. Du côté des enseignants, on avait la chance d'avoir fait passer une enquête dont les résultats sont tombés en janvier 2020 sur les enseignants de Bretagne, là. Et on avait constaté, en plus avec du travail qualitatif, c'est-à-dire des observations, des entretiens et puis de la recherche-action, qu'un quart des enseignants étaient acculturés aux technologies numériques, hein, donc acculturés aux technologies numériques, ça veut dire qu'ils intègrent les technologies numériques et l'usage des technologies numériques dans leur enseignement en transversal, on va dire peu importe les dispositifs techniques. La grosse moitié avait de faibles usages. On pense à l'environnement numérique de travail, le tableau blanc interactif pour le premier degré, quelques diaporamas. Donc là, on voit que ce sont des usages très limités et totalement finalement maîtrisés par les enseignants, et un quart qui avait de très faibles ou carrément pas d'usage du tout. Ça, c'était la situation de départ avant le confinement. Ce qu'on a vu, c'est que finalement, les 50% médians ont été attirés ou tirés vers une acculturation plus grande aux technologies avec l'ensemble des ressources. Mais ce qui est intéressant quand on travaille sur cette catégorie-là, c'est de voir qu'il y a eu 6 facteurs vraiment déterminants, et que le premier facteur déterminant, c'était la peur de perdre le contact avec les élèves.
Vous en avez tous entendu parler. Moi, j'ai fait des tribunes dans le monde sur ce sujet-là. La question de la continuité pédagogique, de la perte du décrochage finalement à la fois des élèves et des familles a vraiment fait peur aux enseignants. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a eu des débats incessants on va dire, l'opposition entre enseignement et pédagogie. Finkielkraut, Mérieux pendant des années et des années. Une grande partie des collègues enseignants se sont rendus compte que finalement, il n'y avait pas d'enseignement sans élèves. Et donc, on est revenu au fondement même de la pédagogie, c'est-à-dire apprivoiser suffisamment, être en communication suffisamment pour pouvoir enseigner aux élèves. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. J'ai participé à pas mal de conférences là, devant des collectifs enseignants. Je vois qu'il y a un vrai mouvement qui s'est opéré autour de ça et une forme de défétichisation, on va dire, enfin, on est sorti de ce que j'appelle le pouvoir de renforcement, les pour et les contre. On est rentré dans quelque chose de peut-être plus constructif vis-à-vis de l'introduction des technologies numériques dans la pédagogie. Le deuxième facteur, c'est l'ouverture aux propositions des élèves. Tout le monde prend l'exemple de Discord, proposé par les élèves gamers à un certain nombre de leurs enseignants. Le troisième effet, c'est l'effet prescriptif des enseignants sur l'environnement des numériques éducatifs des familles. Vous avez dû voir dans la presse toute cette offensive des EdTech, des entreprises de technologie qui proposaient des solutions à tout, des GAFA, particulièrement Google et Microsoft, qui se positionnaient sur les questions éducatives. En fait, la situation a été beaucoup plus simple que ça. Le choix de l'enseignant est devenu prescriptif, comme le choix d'un manuel antérieurement devenait prescriptif, comme la forme de l'enseignement de l'enseignant de maths ou de français devenait prescriptif pour les familles, c'est-à-dire que les familles allaient accompagner les élèves sur la forme des devoirs demandés par l'enseignant. Eh bien, cet effet prescriptif a eu un rôle important dans la prescription des outils numériques. Et on a assisté à une forme de profusion au départ, à la fois de ressources, d'outils, etc. Puis une réorganisation autour des dispositifs soutenus par les rectorats, soutenus par les communautés enseignantes, etc. Et ça, c'est vraiment intéressant. Probablement que là, il y a une manière renouvelée de réfléchir à la liberté pédagogique des enseignants. Le quatrième point, c'est le rôle des chefs d'établissement. Clairement, ils ont été au feu et qu'en fonction de leur capacité à gérer des emplois du temps, à mobiliser leurs équipes, ça s'est passé de manière diamétralement différente d'un établissement à un autre. Dans les effets négatifs, il y a eu toute une communication politique, toute une communication médiatique autour des EdTech, de l'intelligence artificielle, la formule du ministre on est prêt, où les enseignants ont perdu, je ne sais plus, 80 000 élèves. Enfin, il y a eu énormément de discours politiques qui ont été démobilisateurs. Et dans les travaux internationaux sur le suivi de la pandémie, que ce soit au niveau médical, éducatif ou social, la fonction du discours a été vraiment fondamentale. Les pays qui s'en sont le mieux sortis ont été ceux qui ont tenu une ligne politique claire et, on va dire, transparente dès le début. On pense aux pays du sud-est asiatique. Alors, ce n'est pas les mêmes contextes culturels. Et là, on a un vrai effet de brouillage entre la réalité de terrain et un discours politique trop décollé du terrain. Et ça, c'est vraiment important et ça continue à se jouer en ce moment. Et enfin, la question, le sixième point, c'est la question de la culture numérique, avec deux éléments vraiment importants. L'environnement personnel. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne YouTube de Marie Solène, qui est une collègue de Fougères,
qui a monté une chaîne pour les maternelles qui s'appelle La Maîtresse part en live. Et en fait, elle s'est appuyée sur son mari, le réseau personnel, etc., pour faire quelque chose qui tient vraiment la route. Et ça, cette perméabilité entre les pratiques privées, l'environnement technologique privé et l'environnement technologique public était un point très difficile chez les enseignants dans les années précédentes. Donc là, on a quelque chose qui a un peu craqué et qui est du registre, là encore, du braconnage, qui est vraiment intéressant. Et le deuxième, c'est la question de la formation entre pairs. Dans des endroits, par exemple, dans nos coopératives pédagogiques numériques en Bretagne, il y avait déjà une habitude de travail collectif, d'échange d'expériences, de trucs et astuces qui s'est déporté sur du soutien en ligne, en fait, sur des dispositifs de travail collaboratif. Et ça a été vraiment, vraiment très, très important. J'arrive à ma conclusion. Plusieurs choses à dire. Pour moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'éducation populaire numérique sert surtout à donner du sens, en fait, à cette société numérique. Et pour ça, il faut un petit peu creuser quand même. Il y a la question de former les professionnels et d'accompagner les publics. Tout ça doit être finalement doit dépasser la prise en main pour s'intéresser au parcours d'appropriation. Vous savez que la réponse par la formation n'est probablement pas la réponse la plus adaptée. Avant la formation, il faut la motivation, il faut ce que moi j'appelle la confiance. Enfin, il y a quelque chose à installer. Il faut aussi former aux usages, avoir une vision finalement de ce que sont non pas les bonnes ou les mauvaises pratiques, mais les pratiques qui se rapportent à la norme ou qui s'en éloignent, et surtout dépasser cette tension urgence versus autonomisation. Nous sommes, depuis le confinement et juste avant, depuis la dématérialisation massive de l'administration, dans une situation d'urgence permanente. Donc, énormément de collègues qui font de la médiation numérique se retrouvent à répondre à l'urgence des élèves, répondre à l'urgence des parents, répondre à l'urgence des anciens vis-à-vis de leurs droits sociaux. Pour autant, doit-on abandonner l'accompagnement à l'autonomisation pour ceux qui peuvent, et là ça renvoie aux 10% de personnes vraiment déconnectées, pour ceux qui peuvent, probablement pas. Et ça, c'est un travail à faire. L'autre élément, c'est clairement que vous pouvez et vous devriez vous appuyer plus sur la recherche. Et je rappelle que l'éducation populaire s'est construite dans un grand dispositif de recherche-action autour de grandes figures des sciences humaines. Je vais juste vous citer l'exemple de Gaston Pinault et des universités populaires avec ATD Quart-Monde il y a une quinzaine d'années maintenant. Dans les années 70, les MJC avaient beaucoup recours à la recherche-action. Nous sommes en train de développer des dispositifs de recherche-action pour l'accès au droit. Je vous parle du projet Lab Access. Je pense qu'il y a un positionnement de la recherche à développer, et donc un travail de dialogue à mettre entre nous. On vient de sortir à Rennes là, des assises du tiers secteur. Tout ça est intéressant, mais n'est pas encore vraiment finalisé et pas vraiment intégré au-delà des formules politiques. Et pour conclure, si Cédric O a annoncé au NEC la semaine dernière il fallait poster sur un réseau social pour comprendre le monde numérique d'aujourd'hui. Je milite depuis au moins un an pour un plan Marshall de la médiation numérique, c'est-à-dire un investissement massif. Donc, ils viennent d'annoncer 250 millions d'euros pour la médiation numérique sur 3 ans. On va saluer l'effort parce que c'est déjà un effort, mais il faut vraiment suivre ça de près pour que ce soit vraiment opérationnel, et que ce soit opérationnel du côté des territoires.
C'est pour ça que je plaide aussi pour des instances territoriales où on parlerait à la fois du numérique éducatif, mais du numérique éducatif citoyen, et j'aurais pu ajouter du numérique éducatif citoyen inclusif, et j'aurais pu ajouter du numérique éducatif citoyen, comment dire, soutenable. Les questions numériques sont transversales et ne peuvent plus être gérées par l'État. Il faut absolument que dans les territoires, on se mobilise pour que ce soit géré à l'échelle des territoires. Et je pense que je suis pas mal sur mon timing. Voilà, donc je vous ai dit tout à l'heure, je vous laisse bibliographie, webographie, etc. Et on va pouvoir passer aux questions, réactions. Voilà. Alors, Merci beaucoup. Là, il y a de Oui, il y a des la... questions. Là, il y a du monde, là. Il y a plusieurs questions. Alors, dans un premier temps, il y a Evan de Laroeven qui donc disait que la diapositive qui concernait l'accès numérique et la corrélation avec les résultats scolaires était très intéressante. Et si vous aviez des données plus précises quelque part concernant cette étude. Alors, oui. On vient de publier aux presses universitaires de Rennes un premier ouvrage qui s'appelle « Les espaces de construction des inégalités éducatives », dans lequel il y a un article de ma collègue sociologue Agnès Leprince, qui est... non, d'ailleurs, pas qu'Agnès, puisque je l'ai coécrit avec elle, dans lequel il y a le développement de ce que je viens de vous raconter rapidement. Pour faire simple, il y a un bout du chapitre sur les inégalités en général, et puis des déclinaisons quantitatives et qualitatives de ces différents points. Et quand on décline les résultats scolaires, l'amour de l'école, la distance vis-à-vis du numérique, etc. Donc, c'est dans ce chapitre-là. Et il me semble que j'ai même dû... et ça doit être... là, on est en train de publier plein de trucs. Donc, pour cette diapo-là et pour ce truc-là, je vous renvoie au bouquin. Donc, c'est au pur, Presse universitaire de Rennes, les espaces de construction des inégalités éducatives. Ça sera dans ma bibliographie que je pense on vous enverra ou vous mettra à disposition. Super, merci. Et donc, Evan avait une deuxième question. Est-ce que le conférencier pourra également revenir sur la question des jeux vidéo et performances scolaires? Le débat étant riche, idéologique et parfois très binaire, j'aimerais avoir quelques nuances ou appuis de l'intervenant sur cette question. Alors, c'est une excellente question. On a tendance à regarder avec le pouvoir de renforcement dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc avec des lunettes binaires, l'ensemble des usages des technologies numériques en les qualifiant de bonnes ou de mauvaises. On oublie donc à chaque fois que rien n'est bon ou mauvais en soi, que tout est situé au sens scientifique du terme, c'est-à-dire que c'est situé dans des environnements géographiques, temporels, mais aussi culturels. Et donc, ce qu'on a constaté sur les jeux vidéo dans l'enquête Inéduc, c'était que finalement sont corrélés des capitaux sociaux et culturels qui font qu'il y a des gamins qui sont enfermés dans leur chambre à regarder la télé, les séries et à jouer à FIFA, là où d'autres gamins ne sont pas forcément dans la chambre, peuvent être dans un espace de vie commune qui peut être un salon, mais aussi un bureau. Vous voyez bien que quand je dis bureau, ça veut dire qu'on en a un, enfin bref. Et qui sont des gamins qui vont être beaucoup plus branchés sur les jeux vidéo en ligne.
Donc, en même temps qu'on voit ça, on voit apparaître les différences sociales. Hein. On voit apparaître les CSP, des CSP qui déclinent les cultures générales. Et donc, pour rentrer vraiment dans le grain, on se rend compte qu'effectivement, des gamins plutôt favorisés avec des parents qui interviennent sur globalement la régulation des usages des technologies numériques ont une propension plus grande à jouer aux jeux vidéo en ligne. Nos données sont antérieures à Fortnite. Donc, je reviendrai sur Fortnite après, mais on va dire globalement, les jeux vidéo en ligne sont des stimulants culturels avec des blogs, avec des imaginaires dernières qui renvoient de la littérature ou du cinéma, qui obligent quelquefois à parler en langue étrangère, etc., qui sont beaucoup plus riches et beaucoup plus importants que des jeux sur console quand on les joue tout seul dans sa chambre. Et si tout ça est corrélé aussi à des capitaux culturels en fonction des familles, vous voyez qu'on a un travail, quand je dis on, là je me place du point de vue de l'éducation populaire, des enseignants, des travailleurs sociaux, on a un travail à faire auprès des familles qui laissent leurs gamins tout seuls jouer des heures. Voilà. Et cette tension-là, c'est une tension finalement qu'on retrouve dans les imaginaires numériques entre consommation, aliénation, Big Brother, etc., le côté obscur de la force, si vous voyez à quoi je renvoie, et puis finalement émancipation, apprentissage, éducation, le côté lumineux de la force. Et pour finir là-dessus, dans nos derniers travaux, là c'est pas encore publié, ça sera publié dans une revue québécoise en début d'année, on a aussi constaté que finalement l'amour de l'école commençait à être complètement transversal, c'est-à-dire que la plupart des gamins n'aiment pas l'école telle qu'elle est déplacée aujourd'hui, et que ceux qui sont à l'aise avec les jeux vidéo vont transférer un certain nombre de leurs acquis culturels dans la dimension scolaire. Et en gros, on est en train d'assister à un phénomène, particulièrement chez les lycéens, de lycéens braconneurs qui n'aiment pas l'école, mais qui ont suffisamment d'appui culturel par ailleurs pour pouvoir emmener les acquis des jeux vidéo en ligne vers ça, et ce qui explique leur bonne note, voilà, et leur meilleure note que dans les jeux sur console. Donc vous voyez, tout ça est complexe, mais en même temps, on a des signaux positifs qui décrivent que si on pouvait s'appuyer là-dessus, y compris pour ceux qui sont en jeu en console, pour les tirer vers autre chose, si les algorithmes de Fortnite et de l'offre des GAFA ne nous mangent pas, on pourrait peut-être faire un numérique émancipateur et éducatif un peu plus intéressant. Donc, je vous remercie de cette question parce qu'on est sur le vif là. On est vraiment on est en train de faire les analyses de ça. C'est très compliqué, mais le confinement nous donne plein d'infos supplémentaires, donc c'est vraiment bien. Merci beaucoup. Alors, on a quelques commentaires également sur le chat, notamment un promeneur du net qui nous dit de ne pas oublier le M dans GAFAM. Oui, absolument. Et Cécile qui nous donne un retour d'expérience en nous disant que son fils a acquis une bonne maîtrise de l'anglais grâce aux jeux vidéo et leurs tutos en réseau, et que cela questionne pas mal l'enseignement des langues en classe, dont on a l'impression que nous n'avons pas avancé depuis des décennies. Alors, du coup, il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Nous, de notre côté Copil, on avait peut-être une question pour vous, à savoir, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez qu'il y aura comme répercussions sur les enfants qui ont vécu cette période de confinement d'école numérique? Alors, c'est très tôt pour le dire. Mais là encore, en étant prudent et en essayant de croiser les données internationales, je crois que j'ai jamais autant lu des épidémiologues que ces derniers temps, et en essayant de faire le parallèle entre
voilà, le déploiement, par exemple, des applications de type Stop Covid, les conséquences psychologiques des pandémies antérieures, hein, la grippe aviaire, le SRAS, etc. Donc, les données que nous avons, nous, pour le moment, sont des données qui décrivent des conséquences psychologiques qui sont des conséquences qui vont probablement durer longtemps et des conséquences sur finalement la capacité particulièrement à se construire une identité à l'adolescence. Et voilà, enfin, certains ont appelé ça le printemps des geeks. Il est absolument évident que vous savez que l'adolescence, c'est le moment où on construit une bonne partie de son identité, on reconstruit une partie de son identité, que cette identité est, comment dire, très, très dépendante de ce qu'on va appeler les activités électives. Qu'est-ce que c'est que les activités électives? C'est lorsqu'on choisit finalement des centres d'intérêt sportifs, artistiques, culturels, politiques, indépendamment de l'influence des parents, même si ce n'est jamais tout à fait le cas, mais plutôt de l'influence des pairs. L'influence des pairs à distance, en confinement, replié dans l'école à la maison avec ses parents, puis ses petits frères et ses petites sœurs. Enfin, voilà. Tout ça fait de l'année 2020 probablement une année de fait social total, au sens de Marcel Mauss, c'est-à-dire que je pense que nous avons basculé vers le 21e siècle cette année et que ce 21e siècle est numérique. Et donc, il faut que, et dans le concept de fait social total chez Mauss, il y a 3 points d'observation. La profondeur historique de ce qui nous est arrivé, qu'est-ce qui préparait ça, les signaux faibles de ce qui nous est arrivé sur le plan numérique, j'ai commencé à vous en citer un certain nombre, et enfin les transformations psychodynamiques. Et je pense que c'est du côté des transformations psychodynamiques que les conséquences vont être importantes. De notre point de vue, la première chose qui saute aux yeux, c'est que ces questions d'inégalité, d'exclusion, de non-accès, de zones blanches, de déconnexion volontaire et de contestation de la technologie et des GAFAM ont pris énormément d'ampleur pendant le confinement, tout simplement parce que tout le monde l'a vécu. Et je trouve ça super intéressant, par exemple, que les enseignants que j'ai rencontrés en conférence ces derniers mois ne se présentent plus uniquement en tant qu'enseignants, mais aussi, c'était un collègue de Corse qui était chef d'établissement, qui disait « Et en plus, j'ai 3 enfants, un en primaire, un au collège et un au lycée, et ma femme est soignante. » Eh bien, je n'avais jamais entendu ça. C'est-à-dire qu'en gros, ils décrivent que finalement, ce qui s'est passé, c'est une explosion de la zone que Tisseron appelait l'extimité, c'est-à-dire ce qui est entre l'intime et l'extériorité, et qu'on a tous bossé à la maison, accompagné les enfants, etc., et que tout ça réarticule les sphères. Voilà, et ça va avoir des conséquences importantes sur les prochaines années, des conséquences sur le plan vis-à-vis des plus vulnérables, sur le plan là, il faut quand même il faut regarder très très près les questions des suicides adolescents, des dépressions, des décompensations, etc. Enfin, il y a pas mal d'alertes là des collègues psy là-dessus. Et plus largement, il faut regarder comment les représentations vis-à-vis du numérique sont en train d'évoluer. Enfin, j'ai été absolument sidéré par, et c'est pour ça que j'ai publié pas mal de tribunes et que j'ai répondu à des interviews, notamment dans Le Monde, autour de ça, par la distance qu'il y avait entre la communication publique et la réalité de terrain. Et cette distance-là, elle crée un sentiment d'insécurité et de défiance qui n'a pas besoin de ça dans une période où on est, on va dire, objectivement dans une situation d'insécurité, hein, et
bouscule, quoi. Enfin, de bousculement. Alors, je vois qu'il y a des questions qui viennent. Oui, alors par contre, il va falloir faire vite puisque on va enchaîner ensuite sur l'atelier, les 2 ateliers. Il va falloir qu'on prenne un petit moment pour répartir les groupes. Dans tous les cas, il y aura possibilité de continuer à débattre de tout ça sur le Discord de façon textuelle. Alors, une petite dernière question. Avez-vous des observations à nous partager sur le rapport à l'information depuis la crise sanitaire? Alors, ça rejoint pas mal de choses que j'ai dit. Dans les études internationales épidémiologiques, il y a un rapport très clair sur la capacité à faire front vis-à-vis de la crise Covid à partir du moment où la communication publique est stable et fiable. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue. Parce que, là encore, dans les signaux faibles, particulièrement avec les dernières élections dans un certain nombre de pays, dont les États-Unis, le rapport à l'information ne va plus de soi. Enfin, il y a une montée de la désinformation, il y a un discrédit du travail éditorial des journalistes qui font leur boulot, des scientifiques, etc., qui est vraiment très, très important. Si on surfe sur cette vague-là, les constats, en tout cas, travaux très intéressants de l'Oxford Internet Institute, enfin, les Anglais ont fait un boulot absolument passionnant sur ces questions-là. En gros, quand on est pris dans les techno-imaginaires et que le discours politique s'emballe autour enfin, il y a eu des discours du ministre de l'Éducation nationale, par exemple le « on est prêt », qui a été puissamment démobilisateur vis-à-vis des enseignants, puisque tout le monde savait qu'ils n'étaient absolument pas prêts. L'autre grosse bévue, c'était quand il a répondu en disant que les enseignants avaient perdu 80 000 élèves. Mais c'est absolument pas les enseignants qui ont perdu ces élèves-là, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais quand le patron, entre guillemets, dit quelque chose qui peut être à ce point démobilisateur pour les communautés, ça ne va pas. Donc oui, il y a un vrai travail à faire sur la suite, et ça rejoint la question précédente. C'est-à-dire que les questions de reconstruction de communs, de reconstruction de liens sociaux sont aussi des questions de communication et de discours. Voilà, et vous voyez le procès je sais pas quoi, en radicalisation, je crois que c'est à peu près comme ça, qui est mené actuellement vis-à-vis des sciences sociales. C'est que ça fait pas vraiment plaisir aux gouvernants que ce type de démonstration remonte. Or, elles sont en train de remonter de partout, donc elles seront à disposition voilà, dans les mois à venir et de plus en plus. Donc, en tout cas, nous, on va continuer à travailler là-dessus, ça c'est sûr.